Bon alors bonjour à tous. Là je parle au nom du PIR mais également au nom de la BAN. Donc nos deux organisations ont décidé d'organiser cette séance sur les municipales et plus exactement sur un premier bilan des listes autonomes, puisque et nous et la BAN sommes particulièrement focalisés sur la nécessité de l'organisation autonome, et pour nous les municipales étaient un moment, si vous voulez, pour tester notre capacité à l'autonomie. Notre capacité, lorsque je dis nous, je parle des habitants issus des quartiers populaires en France. Et donc pour nous, c'était important, une semaine après le second tour, de faire un premier bilan d'étape. Pas simplement pour évaluer cette capacité à s'organiser de manière autonome, mais également pour réfléchir aux années qui viennent, c'est-à-dire que dans les années qui viennent, et notamment dans le cadre des prochaines municipales, les générations qui vont venir auront besoin de notre expérience. Voilà. Donc là, l'idée, c'est de commencer à réfléchir ensemble, sachant que nous-mêmes, nous sommes les héritiers d'une histoire en termes d'organisation autonome et de listes autonomes qui ont déjà eu lieu. Il y aura des gens dans la salle qui vont en parler tout à l'heure. Alors je vous présente tout de suite Marty Hosni, qui nous vient de Fleury, voilà, qui va nous parler de la liste autonome qu'ils ont montée à Fleury. Ensuite, on va donner la parole à Imen Chater de Bondy. Saad Sadghi, qui est dans la salle, interviendra également pour nous parler de son expérience, lui, à partir des années 90, sachant qu'il a été l'un des précurseurs dans les listes autonomes dans la région de Lyon. Et j'ajoute également qu'il a beaucoup étudié ces 2 ou 3 semaines qui viennent de passer les listes autonomes au niveau national. Donc je pense qu'il aura quelque chose à nous dire là-dessus. Marty Hosni, la parole à toi. Je vous remercie. Alors, l'inconvénient d'avoir un nom qui est un prénom, c'est qu'on ne sait plus si je m'appelle Mahati ou Hosni. Alors, mon prénom, c'est Hosni et mon nom de famille, c'est Mahati. Je remercie Ouria Boutelja pour cette présentation et pour l'invitation que vous m'avez faite. J'ai effectivement participé à une liste dite autonome sur la ville de Fleury-Mérogis, dans l'Essonne. Ville qui est essentiellement connue pour sa maison d'arrêt, qui est considérée comme la plus grande d'Europe, mais qui a également un certain nombre d'habitants et par la voie même un certain nombre d'électeurs. Cette liste Fleury Ensemble, en réalité, il a été décidé de sa création assez tardivement avant la tenue des élections municipales, et la liste, pour tout dire, était bouclée quelques jours avant le 6 mars, qui était le dernier jour intégral, puisqu'on devait déposer au 7 mars au plus tard. Donc elle a été complétée quelques jours avant la date limite des dépôts des listes. La tête de liste, qui je tiens à rendre hommage, puisque c'est à tout seigneur, tout honneur, s'appelle Abdel Yassine, qui est un habitant de très longue date de la ville et qui était déjà élu de la ville, puisqu'il était conseiller municipal d'opposition après avoir été maire adjoint. Alors ça me permet nécessairement de parler du contexte local, et ensuite on va ouvrir l'entonnoir, un peu le contraire de ce qu'on apprend à faire en dissertation au lycée. L'idée, si vous voulez, c'est que lorsqu'Abdel Yassine a décidé de se lancer et de monter sa liste, il était donc membre de l'opposition municipale, après avoir été maire adjoint. En fait, aux dernières élections municipales, enfin aux avant-dernières, puisqu'il y a eu une partielle, et j'y reviendrai, il n'y a eu qu'une seule liste d'union de la gauche qui s'était présentée, et donc toute la liste a été élue. En cours de mandat, David Derouet, qui est l'actuel maire de la ville, a calculé à juste titre, il faut croire, puisqu'il a demandé à tous ses adjoints de démissionner et par là même d'organiser de nouvelles élections. À cette occasion, donc il y a une scission entre le Parti socialiste et le Front de gauche. Abdel Yassine faisait partie du groupe dit Front de gauche, mais sans étiquette partisane. À partir de là, donc d'autres élections ont eu lieu, et donc David Derouet, qui était maire adjoint, est devenu maire, et Abdel Yassine est entré dans l'opposition.
Il a décidé, parce qu'il était vraiment à la tête de l'opposition, c'est lui qui menait la bataille à la fois sur le terrain, mais aussi dans le cadre du conseil municipal, où il avait une bonne connaissance du fonctionnement d'une ville, soit au niveau du règlement du conseil municipal ou de toutes les règles d'urbanisme et de la vie associative locale. Il avait proposé, donc, sachant qu'il considérait que l'ancienne équipe, qui était essentiellement dirigée par les cadres locaux du Parti communiste, n'avait pas compris, elle n'était plus du tout à la page et complètement déconnectée. Il avait proposé d'organiser une primaire pour avoir donc une liste dite front de gauche qu'il aurait, s'il avait gagné cette primaire, dirigée dans le cadre des élections municipales. Ce qui lui a été refusé, pour des raisons que vous imaginez assez faciles à comprendre lorsqu'on connaît la sociologie des dinosaures du Parti communiste, qui était qu'effectivement, même si ce n'a jamais été dit en tant que tel, qui considérait qu'avoir un arabe comme tête de liste, c'était quelque chose qui ne pouvait pas se faire. Donc il a, par intelligence et par sagesse, fait le choix de toujours tendre la main jusqu'à ce qu'il était évident qu'un mode d'organisation démocratique en interne au sein du groupe d'opposition ne puisse pas fonctionner. Et il a donc décidé de voler de ses propres ailes. Et donc c'est début janvier que l'idée est née de façon définitive de se lancer dans la campagne et donc de constituer cette liste. Alors à Fleury-Mérogis, compte tenu du nombre d'habitants, qui est d'environ 8000 si on compte les prisonniers ou pas, vous avez 29 membres pour constituer une liste. Et parité oblige, vous avez soit 15 hommes, soit 15 femmes ou inversement. Et donc toute la question était de savoir comment constituer cette liste. C'est important parce que, pour reprendre un petit peu les problématiques qui sont souvent mises en avant par le Parti des indigènes de la République ou la brigade anti-négrophobie, il y avait cette problématique de savoir comment on organisait cette liste. Est-ce que nous-mêmes, nous étions une liste sur laquelle on allait coller l'étiquette de communautaire ou pas, ou est-ce que justement on ne tombait pas dans le piège de reproduire ce que nous reprochons nous-mêmes aux autres, c'est-à-dire de faire une liste pour faire du Finkielkraut Black 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 ou Berber ou Black Blanc ou Black Berber ou Berber Black, ce que vous voulez. Mais en tout état de cause, on ne s'est pas du tout inscrit dans cette logique-là. Notre logique était de dire nous aspirons à prendre la ville, pour dire clairement, sans aucun complexe par rapport à cela. Nous pensons avoir les compétences et l'expérience pour le faire, et nous voulons une liste la plus représentative possible de la ville. Et ce qui s'est passé, qui de ce point de vue-là a été quand même un succès, c'est qu'on a vu une jeunesse qui votait, même des fois pour des raisons familiales, pour le Parti communiste, rejoindre le mouvement Fleury Ensemble, puisque, pour ne pas la nommer, Clotilde Clavier, qui est la petite fille de l'ancien maire de la ville, qui était communiste, a rejoint notre liste et s'est retrouvée en position numéro 2 sur la liste. Et nous avons fait une liste, alors vous pouvez regarder sur Internet, qui se voulait la plus représentative possible. Alors, une fois qu'on a dit ça, il faut essayer de comprendre. C'est représentative à la fois des quartiers de la ville, des couches sociales de la ville, et avec quand même une certaine cohérence, parce que sur l'échiquier politique, nous nous considérons comme un mouvement de gauche. Donc on n'est pas dans une logique de droite ni du centre, en tout cas sur ce qu'on appelle l'échiquier politique. Et donc vous avez un certain nombre de personnalités locales qui ont décidé de rejoindre la liste. Il n'y a eu qu'un tour, malheureusement, puisque l'édile a fait ce qu'il fallait pour être élu au premier tour. J'y reviendrai par la suite peut-être. Mais en tout état de cause, il a obtenu 57 ou 55% des voix. J'ai plus le chiffre exact en tête, mais en tout état de cause, il a été élu au premier tour. Et nous avons obtenu 15,56% des voix à un électeur près, avec la liste de droite qui était soutenue officieusement par l'UMP, et derrière le fameux front de gauche qui ne voulait pas d'Abdel Yassine comme tête de liste se retrouvait derrière nous avec 11,40% et quelques, donc à peu près. Donc de ce point de vue-là, c'était un succès, puisque la primaire qu'on n'avait pas pu obtenir en interne, en tout cas sur cette part de l'échiquier politique, a été faite dans les urnes. Et ce qui est clair, c'est que aujourd'hui, on peut dire que nous sommes respectés en tant que formation politique au niveau local. Pourquoi ? D'une part, parce que nous avons fait un programme qui tient la route,
que nous avons organisé toute une série de rencontres avec les citoyens pour être à leur écoute, mais nous avons été aussi vers eux. Et il y a eu un véritable travail de fond. C'est ce que j'expliquais avant de commencer tout à l'heure à Ouria, c'est que Abdel Yassine, de par sa présence depuis très longtemps sur la scène politique locale, avait un véritable ancrage, une véritable représentativité, et surtout connaissait parfaitement sa ville, et les gens l'avaient identifié comme le premier opposant au maire. Il suffisait d'assister aux conseils municipaux, que ce soit sur le débat budgétaire qui est assez technique, que ce soit sur l'urbanisme, que ce soit sur toute une série de problématiques qui touchent la ville. Abdel Yassine a systématiquement été présent et a défendu becs et ongles son point de vue et toujours de manière à faire valoir l'intérêt général sur l'intérêt particulier, puisque c'est la problématique que l'on retrouve régulièrement sur ce type de démocratie au niveau local. Et donc, à partir de là, toute la question, effectivement, lorsque on est qualifié de liste autonome, lorsqu'on se pose la question de notre légitimité sur le terrain, nous considérons que cette légitimité, aujourd'hui, nous l'avons et nous n'avons pas à nous excuser de l'avoir. Nous en sommes fiers. C'est quelque chose qui n'est pas acquis de façon perpétuelle, puisque nous sommes en démocratie et que le citoyen a parfaitement le droit de changer d'avis. Mais il y a une véritable respectabilité, une légitimité qui s'est gagnée sur le terrain. Et de ce point de vue-là, aujourd'hui, on en parlera peut-être tout à l'heure, après que j'ai pu entendre mes camarades de gauche, c'est la question de savoir qu'est-ce qu'on fait pour préparer l'avenir. Puisqu'effectivement, aujourd'hui, la question du bilan, d'un premier bilan, se pose. Nous, on a déjà pris contact avec nous. Moi-même, il y a quelques années de cela, j'avais déjà participé dans un autre département à une liste dite autonome, sur la ville de Bagneux, pour ne pas la nommer. Où je faisais partie de ce qu'on appelait le mouvement des droits civiques à l'époque, avec Jean-Claude Chicaya, pour ne pas le nommer, et on s'était posé la question de ce que nous devions faire, de comment le faire et pourquoi le faire. Et ce qui est intéressant, me semble-t-il, c'est un cadre que j'aimerais d'ores et déjà poser, c'est celui de l'organisation et de la méthode. C'est-à-dire que, pour reprendre une expression que m'avait donnée un de mes voisins à la résidence universitaire de Bagneux, lorsque j'étais étudiant en droit, qui travaillait à l'UNESCO, et où il représentait le Sénégal, il m'avait dit ce qui caractérise toutes les délégations que je vois des pays qui viennent soit d'Afrique, soit des pays arabes, c'est deux lacunes essentiellement. La première, c'est un manque de culture de la culture, c'est-à-dire que nous n'apprécions pas à sa juste valeur l'intérêt de parfaire sa culture, et notamment pour ce qui nous concerne aujourd'hui, la culture politique. Et de ce point de vue-là, doit se poser la question de l'enrichissement de sa propre action par le fait de tirer profit des expériences qui ont déjà été menées. Et un autre point qui va vous faire sourire, j'en suis sûr, c'est la lacune de la culture de la discipline. C'est-à-dire que lui, ce qu'il m'expliquait, c'est que lorsqu'il voyait une délégation, par exemple asiatique ou japonaise, pour ne pas être dans le cliché, arriver, on voyait tout de suite physiquement qui avait un grade, ne serait-ce que de rien du tout supérieur à l'autre. On voyait tout de suite qui s'inclinait devant l'autre. Alors qu'il expliquait que chez nous, dès que quelqu'un arrivait, le N-1, le premier réflexe qu'il a quasiment, c'est de savoir comment il va prendre la place de son N+1. Voilà, je caricature un petit peu, mais cette lacune de la culture de la discipline, on la retrouve un petit peu dans notre manière de fonctionner. Pourquoi ? Parce qu'on ne s'est pas posé en réalité un certain nombre de questions et on ne s'est pas imposé une méthode de fonctionnement. Il faut être extrêmement clair là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire ? Une méthode de fonctionnement, c'est se dire qu'à partir du moment où on se lance en politique, il faut être sûr d'avoir une bonne grille de lecture. Vous avez tous connu l'expérience de mouvements associatifs qui se sont transformés en mouvements politiques, avec des personnes parfois très très bien intentionnées, qui lorsqu'elles vont rencontrer un élu pour négocier quelque chose pour l'intérêt collectif, eh bien, un des membres de votre équipe qui vient pour négocier va craquer et va sacrifier l'intérêt collectif qu'il était censé représenter pour un intérêt personnel. Exemple, mon cousin va du bled, il n'a pas de papier, est-ce que vous pouvez faire quelque chose ? Ou bien, mon appart est trop petit, est-ce que vous pouvez faire quelque chose ? Lorsque vous êtes dans des considérations personnelles comme celle-là, qui en soi peuvent être parfaitement légitimes, je ne suis pas en train de discréditer ce type de démarche, il faut comprendre que la personne n'a pas la bonne grille de lecture. Et donc ça suppose qu'en termes de formation, en termes de conscience, il y a un travail à mener. Et en même temps, quand bien même on mènerait ce travail, quand bien même on accomplirait tout ce travail-là, il faut être extrêmement clair sur le fait que, évidemment, une personne qui est fragile socialement
est aussi fragile politiquement. Et donc se pose la question, finalement, dans la démarche politique, de cette capacité à l'autonomie. C'est-à-dire, se déclarer autonome, c'est bien, on peut être fier d'être autonome, mais à quel prix ? À quel prix? Et donc ça pose réellement la question de fond de savoir est-ce que les conditions réelles de l'autonomie sont pesées. Et donc pourquoi je pose cette question ainsi, volontairement peut-être un peu provocante, c'est que si on se place dans une perspective qui dépasse le local, et je pense que l'avenir est au dépassement du local, parce que un certain nombre d'élus, j'ai eu l'occasion d'en débattre avec des personnes qui sont membres d'autres partis politiques, qui nous disent mais non, il faut changer les choses dans l'intérieur, il faut intégrer l'UMP, l'UDI, le PS, le PC, etc. Non, depuis que le monde est monde, l'UMP a eu certes une histoire qui a une légitimité historique sur le terrain politique, mais elle a sa propre histoire. Tous les courants ont propre histoire, et un jour, ils sont nés de quelque chose. Et en réalité, se pose, lorsqu'on pose la question de l'autonomie, celle de l'indépendance. Jusqu'où? L'autonomie, jusqu'où? Jusqu'où aller trop loin, diront certains. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes sur une liste dite autonome, c'est que, a priori, vous n'avez pas trouvé votre satisfaction dans l'offre politique globale, et donc vous considérez que vous avez aussi une voix à porter, mais jusqu'où et comment? Est-ce que, à un moment donné, certains parleront de stratégie d'entrisme, vous allez considérer que c'est la meilleure manière d'intégrer un mouvement politique, c'est d'essayer de récupérer, de surfer sur une vague, et puis dès qu'on se rapproche de la vague d'un autre parti, on saute d'une vague à l'autre, et puis on se fait mousser comme ça, en se disant, bon ben voilà, moi je représente tant de personnes, et je viens avec vous. Certains vont crier au hold-up politique, d'autres vont dire non, c'est une logique de réal politique où on fait de la stratégie, et ce sont deux postures qui sont complètement différentes et sur lesquelles il faut être capable de se positionner en amont pour éviter les mauvaises surprises. Ou bien est-ce que vous êtes dans une posture d'aller jusqu'au bout, et aller jusqu'au bout, c'est avoir une certaine capacité d'indépendance. Pourquoi? Parce que, on en parlait tout à l'heure avant de commencer, vous avez un certain nombre de personnes qui de bonne foi se lancent dans des partis ou sur des listes dites autonomes, et à un moment donné, parce qu'il y a ces problèmes d'ego, parce qu'on ne se comprend pas, on va rejoindre des partis politiques dits traditionnels, parce qu'ils offrent sur le terrain du fonctionnement, sur le terrain de la structure, sur le terrain de la hiérarchie, une organisation qui est plutôt rassurante. Parce que tout de suite, je sais quelle est ma place. On rentre dans des schémas qui sont connus, donc au moins je sais où je vais, et il n'y a pas de surprise. Alors que lorsque j'étais avec mon ami, même des fois mon ami d'enfance, au nom de quoi serait-il meilleur que moi? Au nom de quoi je le laisserai aller devant moi? Toujours cette question de la légitimité qu'on retrouve en réalité dans les partis politiques traditionnels. Il suffit de voir la lutte et les guéguerres qu'il y a entre Fillon et Copé, pour reprendre un exemple assez facile. Mais en réalité, cette problématique-là se pose, et vous avez des personnes qui, en désespoir de cause, vont dire moi je ne crois plus là-dedans, moi j'ai essayé. Alors là, vous ne pouvez pas me dire que je n'ai pas essayé, mais je préfère aller rejoindre le Front de gauche, ou le PS, ou les Verts, ou l'UDI, ou l'UMP. Et donc, toutes ces problématiques-là, en réalité, sont des problématiques qui ne doivent en aucun cas être des surprises, et qui pourtant, aujourd'hui, constituent encore, dans les fonctionnements et dans les mouvements des personnes, des éléments de surprise. Parce qu'on s'étonne de voir des personnes quitter un mouvement pour aller vers un autre mouvement. C'est quelque chose de parfaitement humain qu'il faut anticiper. Et après, c'est la question de confiance. Est-ce que vous partez avec quelqu'un en étant en question de confiance, et vous voyez très bien, par exemple, quand on parle de certains hommes politiques très célèbres, vous avez toujours les fidèles, on parle toujours des fidèles. Ça veut dire qu'il y a aussi les infidèles en filigrane, c'est-à-dire ceux qui sont prêts à passer devant. Et c'est la même chose en réalité, sauf que là où la problématique est différente dans les listes dites autonomes, c'est qu'il y a le phénomène de culpabilisation. Il y a un phénomène de culpabilisation qui va consister à dire « Comment toi oses-tu faire cela alors que nous avons une problématique qui est complètement à part, et que si nous ne nous en occupons pas nous-mêmes, personne ne le fera pour nous ». Et c'est toute la problématique. Et c'est tout cela qu'il faut poser. Et poser le cadre d'une liste autonome, c'est être en capacité, de façon la plus objective possible, de poser toutes les problématiques humaines, sans parler de la question de la compétence à gérer une ville, qui est une question qu'on ne peut pas, qu'on ne peut pas balayer d'un revers de main. Quand je pose la question de la compétence, ce n'est pas en fonction de votre statut social ou ethnique, c'est simplement être en capacité d'avoir les bons réflexes pour gérer une ville. Donc la question de la lutte d'influence en interne, dans le mouvement, la question de la lutte d'influence autour des idées qu'on est censé incarner
en externe par rapport aux autres mouvements politiques, par rapport aux think tanks, par rapport aux partis politiques, par rapport aux mouvements associatifs. On sait qu'il y a des associations qui sont beaucoup plus influentes que d'autres. Et donc c'est toutes ces problématiques-là qui en réalité se sont posées. Et dans toutes ces problématiques-là, finalement, on les a retrouvées en réalité dans cette expérience humaine qu'a été cette campagne électorale à Fleury-Mérogis. Parce que, très rapidement, pour donner des exemples plus concrets, s'est posé la question de savoir, oui, mais si on prend trop d'Arabes et de Noirs, certains ont dit, bah, moi, s'il y a trop d'Arabes et de Noirs, je ne reste pas sur la liste, je ne veux pas être sur une liste où il y a trop d'Arabes et de Noirs. Il y en a qui ont dit, si on s'allie avec les communistes au second tour, j'arrête tout, et d'autres ont dit, si on s'allie avec les partis socialistes au second tour, j'arrête tout. D'autres ont dit, et pourquoi pas la droite? Et donc, on s'est rendu compte qu'au-delà de l'enthousiasme on va dire d'un certain nombre de personnes, qui est parfaitement respectable, se pose la question de la maturation politique. C'est-à-dire que lorsque l'on se lance et qu'on est sur une liste de gauche, il y a des choses qui peuvent paraître hallucinantes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, personne au PS ne dirait officiellement « Bon, si jamais on a une triangulaire, est-ce qu'on se met avec le FN pour battre l'UMP ?» Voilà. Je veux dire, après, on peut penser ce qu'on veut de ces trois partis politiques, mais ce sont des réalités politiques qui paraissent évidentes, mais qui ne le sont pas encore. Et donc, finalement, en termes de formation, et je vais laisser la parole à mes camarades, se pose la question de la formation, de l'objectif, et surtout du rapport décomplexé. Moi, un point sur lequel j'aimerais insister, et je terminerai par là, c'est que Fleury Ensemble se voulait une liste citoyenne. Ce n'était pas une liste ethnique, ni une liste, comme on a voulu nous le dire le dernier jour des élections, puisqu'il y a un tract mensonger et diffamatoire pour lequel nous avons déposé plainte qui a été fait, ce n'était pas une liste soutenue par une soi-disant association des Amis de l'Islam de Fleury-Mérogis, qui n'a jamais connu, et qui se réjouissait de l'arrivée d'Abdel Yassine à la ville, puisque toutes les femmes porteraient le voile à la mairie, que les repas seraient tous halal, etc. Donc voilà. Donc nous ne sommes pas rentrés dans ce jeu. C'est-à-dire que même lorsqu'il y a eu ce tract diffamatoire, nous avons pris le parti de faire quelque chose d'extrêmement simple. Ce n'est pas de dire « ouais, vous savez, vous nous mettez les étiquettes ». Non, on ne pleure pas, on agit. On n'est pas là pour tendre la main. On considère que la main qui donne est meilleure que la main qui reçoit. On a déposé plainte, et ceux qui sont venus nous voir, on leur a répondu « Vous connaissez la ville autant que nous, vous savez très bien que cette association n'existe pas, et que donc c'est juste un coup tordu pour essayer de nous faire du mal le jour du scrutin. » Et on sait qu'on a perdu quelques voix à cause de ce tract, évidemment, mais notre démarche a été toujours saine, c'est-à-dire on est parti d'un principe qui est extrêmement simple. Plus vous parlez positif, plus les gens vous voient positivement. Plus vous parlez négatif, même si c'est pour critiquer l'autre à juste titre, plus les gens vous voient négativement. Et voilà, donc j'aimerais terminer sur ce point-là, et puis on aura peut-être l'occasion de discuter d'autres choses tout à l'heure. Merci. Donc moi, c'est... On va trouver des points communs, hein. Forcément, on a tous les mêmes problématiques sur toutes les listes qu'on rencontre. Moi, c'est Imen Chatter. Donc, j'étais sur une liste autonome à Bondy. J'étais 3e de liste. Donc, Bondy, il faut savoir que c'est une ville de 53 000 habitants. Donc, c'est quand même pas mal. C'est une ville très jeune. Il y a à peu près quand même entre 18 et 20% d'étrangers. Quand je dis étrangers, c'est-à-dire non français, à Bondy. C'est séparé en 3 quartiers. Et c'est un bastion PS depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ça n'a pas bougé. PS. Donc sur les 2 dernières élections, il faut savoir qu'il y a eu une alliance toute la gauche unie. Donc PS, radicaux de gauche, écolo, Coco. Et cette année, on a eu toute la droite qui a été unie, donc Modem, UMP et UDI. Nous, c'est une démarche, alors je rejoins là-dessus, c'est qu'il s'est fait assez tardivement, pareil. Alors, la tête de liste avait déjà une expérience politique, puisqu'elle était déjà conseillère municipale sous étiquette PS. Après, elle est sortie du PS et elle a réintégré. Après, on a voulu monter une liste citoyenne parce qu'on s'est rendu compte. On a pris conscience des grosses problématiques qu'il y avait à Bondy, c'est-à-dire le manque de transparence, des magouilles politiciennes, le clientélisme. On avait
une vraie oligarchie dans notre ville qui fait qu'on n'a pas vraiment de marge de manœuvre. Donc on a décidé de constituer une liste autonome, citoyenne. Donc nous, par rapport à vous, on ne s'est pas du tout posé du tout la question de savoir, de faire attention à qui on allait mettre dans notre liste, savoir si on allait nous taxer de communautaire ou non. Hein, on n'a pas... C'est une liste qui est représentative des Bondinois. Donc il faut savoir qu'à Bondy, il y a une culture politique qui est très faible quand même. C'est des gens qui ne sont pas politisés. Donc il y a le quartier nord de Bondy qui est relativement pauvre, plus pauvre que le sud de Bondy, et il y a eu un gros un gros clientélisme de la part du PS qui est fait là-dessus. Pour vous donner une idée sur nos résultats, on a fait 4,67% sur une liste autonome, et on a fait nos scores sur des quartiers sur lesquels on ne s'y attendait pas. C'est-à-dire on pensait plutôt gratter des votes au nord de Bondy, puisque nous, on jouait sur la transparence, la justice sociale, l'éducation, etc. Finalement, on a plutôt scoré sur des quartiers qui étaient plus ou moins plutôt aisés de la ville. Donc, comme quoi, vous voyez que c'est ça. Faut savoir, comment dire... qu'est-ce que je voulais dire ? On a eu donc pas mal de contraintes, pour être franche, déjà dans la constitution de la liste. On a eu du mal à avoir nos 40, puisque nous, il fallait 40 noms, 45, pardon, sur notre liste. Donc, parce que on a subi des pressions, les gens ne voulaient pas intégrer notre liste parce qu'ils étaient en attente de logement, en attente de... Enfin, on voit qu'il y a eu un gros maillage de la mairie en place sur nos villes qui font que c'est une ville qui est complètement sclérosée. On a eu aussi une crainte, c'est que le Front National dépose une liste chez nous, qui a été le cas pour les législatives dans nos circonscriptions. Donc ça a été... voilà, finalement ça n'a pas été le cas. Faut savoir aussi que, mais là je pense que c'est similaire à partout, c'est qu'on est dans un système démocratique qui est imparfait, puisque si on n'est pas la proportionnelle, donc ça crée des soucis, parce qu'en fait... la droite, par exemple, a 700 voix d'écart avec la gauche. Et donc, nous, on a des problèmes de représentativité parce qu'on n'est pas... quel que soit notre score, en fait, même si on a fait 4,67, c'est quand même 707 personnes qui ont été chez nous. Le système électoral fait qu'on ne peut pas être représenté au niveau du conseil municipal. Avec 700 voix d'écart avec la droite, la gauche unie, ce qui s'appelle le PS, a 75% du conseil municipal, ce qui est énorme. Donc, avec 700 voix d'écart avec la droite. Donc, nous, ce qu'on voulait, notre démarche, était justement d'essayer de développer, la démocratie participative dans notre ville, faire intégrer au minimum les gens dans le conseil municipal, les citoyens au conseil municipal, pour justement déscléroser un petit peu la ville. Ce qui s'est passé, donc on a eu la contrainte de monter notre liste, qui a été compliquée. Les ressources, parce qu'il faut dire que c'est une contrainte, hein, la levée de fonds, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Les contraintes des listes autonomes, c'est que justement, on a fait une campagne avec moins de 4 000 € de budget pour 53 000 habitants dans une ville, ce qui est très peu. Donc, il faut savoir que les listes autonomes, on n'est pas professionnels, donc on n'a pas la même disponibilité que les grands partis, le même soutien logistique derrière. Ça a été des points très difficiles donc, on a eu des problèmes de visibilité sur une campagne tardive, une campagne tardive, des problèmes de visibilité, des problèmes de fond. Donc, notre score pour nous est très honorable parce que, compte tenu de tous ces paramètres, on a réussi quand même à faire 4,67 points. Et notre démarche était, comme je vous dis, on a d'insulfer un vent démocratique citoyen dans notre ville pour enclencher une dynamique locale.
Sinon, quoi dire sur donc la place des partis traditionnels. Donc on a eu d'autres contraintes, c'est les arguments de l'opposition. Pareil, on a été taxé de communautaire, communautariste, communautaire. Alors moi je suis pas d'accord parce que nous, autant les deux autres listes des partis traditionnels étaient, la diversité entre guillemets était représentée. Hein. Alors, bon, il n'y a pas de souci. Sauf qu'il faut savoir que ces listes des partis traditionnels, c'est une diversité qui est un peu imposée, pas comme la nôtre. C'est-à-dire qu'en gros, nous, c'est vraiment une démarche citoyenne, et eux, c'est parce qu'il y a eu justement il y a Sarko derrière, le travail qu'il avait fait pour essayer de développer la diversité. Donc, c'est pas des choix, c'est pas une volonté politique réelle. Et donc, bon, on sait très bien que si on intègre des partis de l'intérieur, comme tu disais, nous, on n'a pas eu ce problème parce qu'on sait très bien que on restera à la place à laquelle on nous l'a attribué. Ce ne sera pas un choix volontaire au niveau du parti. Bon, pour revenir à notre liste, c'est un peu brouillon, je n'ai pas tout bien préparé. C'était quoi d'autre? Oui. Donc nous, notre but, c'était surtout d'envoyer un message fort de participation citoyenne, de montrer que nous, citoyens issus des quartiers lambda, on pouvait porter un message politique et un projet indépendant et essayer d'agiter un petit peu la pensée en dynamisant la démocratie locale. Montrer qu'on avait notre place dans le champ politique, et je pense que ça a été le cas. Surtout que nous, il faut savoir que c'était vraiment gauche tout ensemble, droite tout ensemble. Donc on avait vraiment notre légitimité dans le champ politique local. Et voilà, et montrer que des citoyens lambda avaient leur place dans le circuit politique, avaient leur place hors du circuit politique traditionnel. Faut savoir que souvent, nous, on voit dans les quartiers nord, on a fait le score le plus bas et pourtant, ils n'ont ni de bibliothèque, pas de centre de santé, pas de banque. Et c'est une ville qui s'étale sur 6 km², quoi. C'est une grande ville. Les grands partis traditionnels ont perforé là-dedans. Et nous, ce qu'on veut, c'est essayer de déscléroser, entre guillemets, c'est là comme ça qu'on voit notre combat pour l'avenir, c'est que nous, en tant que liste autonome, que sur les 6 prochaines années, on voit que le clientélisme a fait son travail dans ces quartiers-là et on veut essayer de porter les problématiques des citoyens, de s'occuper au fur et à mesure des problématiques des citoyens, de faire, de porter, de prouver aux citoyens en fait qu'ils n'ont pas besoin d'être assistés et d'attendre des choses qui n'arriveront pas des partis traditionnels, puisque ça fait, je vous dis, depuis 1945, le PS est en poste, et à Bondy-Nord, par exemple, il n'y a aucune structure, ils sont toujours dans le même merdier, c'est un exemple. Voilà, on va voilà. Sinon, au niveau des atouts, nous, on avait l'avantage, c'était déjà d'avoir maîtrisé de maîtriser les formalités administratives, qui est quand même pas le cas de toutes, puisque Fatou Meïté était déjà en poste, et une bonne connaissance du terrain, mais voilà. Merci. On m'a demandé de m'exprimer, de dire quelques mots à propos de ce 30 mars 2014, qui est une élection municipale qui marque quand même, pour un président normal, une raclée hors norme. Mais on m'a surtout demandé de dire quelques mots à la fois sur ces élections municipales et peut-être en quoi la particularité des listes autonomes qui ont vu le jour de manière conséquente dans différentes régions de France, en quoi
elle pouvait se distinguer ou avoir des similitudes avec les premières listes autonomes qui ont été mises en place il y a très longtemps de cela. Hein. Les premières, je crois que elles remontent aux municipales de 1989, des listes indépendantes, autonomes, citoyennes, des quartiers, qui ne sont pas inféodés à des formations politiques traditionnelles. Et en 1989, on en a recensé 4 en France, partout, toute la France, et toutes ces communes, il y a eu 4 listes issues des quartiers. Aulnay-sous-Bois, Saint-Chamond, dans la région, dans le département de la Loire, à côté de Saint-Étienne, et puis qui est passé à droite. Bron, dans la région lyonnaise, c'est une commune qui est contiguë à Vénissieux, et puis Aulnay-sous-Bois. Comment tu l'as dit, c'était celle de Boama dans le nord. Ah oui, Lille. Lille. Voilà, Lille. Et effectivement, ce sont ces 4 listes, elles ont été mises en place par des militants associatifs qui ont émergé avec le mouvement de la marche, qui a engrangé la marche dans les quartiers, qui ont milité et qui ont fait un certain nombre de choses sur les questions diverses, notamment pour les justices, et qui ont, quelques années après, en 89, décidé de mettre en place des listes autonomes, notamment parce que quelques années auparavant, lors des municipales qui avaient eu lieu en 1983, ont été des campagnes électorales particulièrement violentes et meurtrières. C'était encore, du temps de ma jeunesse, où nous étions mineurs, c'était encore des campagnes où les ratonnades avaient encore cours à cette époque. Il y a eu beaucoup de propos très durs qui étaient tenus à cette époque. On parlait encore de délinquance basanée, tout le discours bestiaire qui était utilisé pendant les guerres coloniales. Voilà. Et l'idée, à l'approche des élections municipales de 89, notamment sur la région lyonnaise, c'était, de notre point de vue, dans ce moment particulier, c'est particulièrement violent, cet affrontement particulièrement violent pour les places, pour les exécutifs locaux, entre les différentes formations politiques, nous devons retenir la leçon que les absents ont toujours tort. Et qu'on peut dire tout et n'importe quoi à leur propos, dès le moment où ils sont à la marge de ces situations-là. Donc l'idée, c'était... les élections municipales sont une période particulièrement dangereuse, c'est un espace, il faut en occuper une partie. Et l'occuper au même titre qu'une formation politique, c'est-à-dire de manière officielle, avec dépôt de liste et occuper la rue, procéder à des collages, organiser des meetings, organiser des débats dans les résidences, tout ce genre de choses qui a fait qu'effectivement le politique, qui est d'abord un comptable, a dû prendre en compte peut-être qu'il aurait à compter avec cette liste à un moment donné ou à un autre. Et c'est vrai qu'il y a eu, pendant tout le long de cette campagne, autant à Aulnay-sous-Bois qu'à Bron, qu'à Lille ou à Saint-Chamond, un apaisement sur les questions liées au quartier, sur les questions sécuritaires. Le politique a marché un peu sur des œufs concernant cette affaire-là. Voilà un peu... voilà, et puis c'était quand même une expérience tout à fait nouvelle, hein, pour certains de se présenter comme candidat. C'était les premières têtes de liste avec un arabe en numéro 1. Et évidemment, les accusations de communautarisme dont vous avez fait les frais en 2014. Certains en ont fait les frais en 2008, d'autres
au municipal de 2001, d'autres au municipal de 95, comme nous, on en a fait les frais au municipal de 89. Voilà. Et évidemment, ce sont souvent des accusations, des rumeurs qui sont téléguidées par des formations politiques qui considèrent que ces listes leur font concurrence et qu'elles émargent sur leur électorat. Évidemment, pour des gens issus de l'immigration, c'est pas tellement la droite qui considère qu'on est son électorat naturel. Voilà. Et c'est Bouamama et nous-mêmes, les rares difficultés qu'on a eues lors des campagnes électorales, c'était avec les couleurs d'affiches du PS et puis du PC. Voilà. Les rapports les plus durs qu'on ait eus, c'était avec nos amis. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est une expérience qui est passée après coup. On a renouvelé ça, moi en tous les cas, j'ai souhaité renouveler ça 6 ans plus tard. Entre-temps, bon, il y a eu des activités militantes, parce que pour nous, le municipal, c'était simplement user de ce moment particulier et d'en faire, de le ranger dans la panoplie des moyens militants. Voilà. C'était pas du tout, on n'avait pas du tout l'idée de conquérir la ville, mais de déranger, d'apparaître et de marquer une visibilité. En 95, c'était un peu différent parce que d'abord, c'était pas à Bron, c'était à Vaux-en-Velin. On avait eu une émeute qui avait fait date à l'époque, et puis il y a eu un mouvement un peu quand même plus large de listes autonomes en passant par Goussainville, par différents coins de France. Mais c'était encore une dimension marginale. 2014, ça a été quand même, lorsqu'on regarde la Seine-Saint-Denis, la Seine-et-Marne, le Val d'Oise, la région lyonnaise, en Rhône-Alpes, c'est quand même, pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est quand même une véritable hécatombe. C'est-à-dire que on a assisté depuis les historiens et les politologues considèrent que depuis 1947, on n'avait jamais vu ça. Un tel désaveu, un tel rejet, qui marque à la fois une sorte de défiance et de rejet du politique. Mais c'est quand même un véritable record qu'après 10 années de droite, 5 années de Sarkozy, ce gouvernement de gauche, en 2 ans, les a fait quasiment oublier, quoi. Je veux dire, personne ne se souvient presque de Brice Hortefeux ou de Guéant, on ne pense qu'à Manuel Valls. En 2 ans, avec la crise, avec le climat évidemment, un climat national qui a pesé sur les localités, et avec les particularismes locaux, il y a eu des conjonctions de facteurs, mais il y a quand même un phénomène qui est tout à fait nouveau, c'est que on assiste à des jeunes Français issus d'une immigration qui habitent non pas pour moi des quartiers populaires ou des quartiers ouvriers, mais ce que j'appelle des cités de France de l'immigration, et qui ont agi sans complexe et sans se soucier de la manière dont ils seront vus ou traités, ou comment leur comportement électoral sera interprété. C'est vrai que la classe politique, la classe médiatique et même les communistes ont tendance à exercer une sorte de pression sur les gens issus de l'immigration, en faisant soit du chantage. Si tu votes pas pour nous, vote au moins pour ta famille, parce que attention, la droite revient, ou alors attention, ce sera le FN. Et c'est quelque chose qui ne fonctionne plus, qui est cassé. Il y a un phénomène de rupture qui fait que le PC, le Parti communiste, je pense surtout à lui depuis que tu évoquais Bobigny, a encore perdu. Il perd tout le temps et il va en s'effaçant de la vie publique. Et il trouve encore le moyen, lui qui a un électorat ouvrier qui n'a pas fondu, qui s'est simplement déplacé, en tout cas pour partie, une partie s'est abstenue,
L'autre s'est déplacé, et s'est déplacé, été capté par le Front National. Personne ne leur fait un procès d'intention en leur disant pas bien, reviens chez nous, il fait meilleur, ou ce genre de choses. Il n'y a pas de procès d'intention en moralité, c'est toujours à l'égard des migrants et de leurs enfants que la gauche leur fait le chantage au FN. Et ça n'a plus fonctionné. Ça n'a plus fonctionné, c'est quelque chose de tout à fait nouveau comme comportement, et j'ai mon sentiment que ça va aller crescendo. Le PC a perdu Bobigny, 95 ans de pouvoir continu, il a perdu Villejuif, la ville de Georges Marchais, il a perdu Saint-Ouen, Le Blanc-Ménil. voilà. Alors, dire, mais pourquoi ils ne comprennent pas 95 ans de continuité et de règne sur une ville, mais ils en ont fait leur propriété. Ils se le passent en héritage. Ils y sont en permanence. 95 ans, c'est presque un siècle. Il y a un véritable habitus de dominant. Pourquoi est-ce que ça changerait? Et c'était le tremblement de terre. Voilà. Il y en a quelques-uns qui doivent s'interroger pour savoir comment ils vont vivre, sachant qu'ils étaient quand même sous perfusion de la ville de Bobigny, tout le monde se dit où passer l'argent. Ce sera Pôle emploi. Le PC a perdu depuis longtemps, il a perdu depuis 25 ans, depuis qu'il est supplétif du Parti Socialiste. Voilà. Il essaie de jouer un peu sur tous les tableaux, un peu avec le Front de gauche, un peu avec... il part des fois un peu tout seul avec un label divers gauche, il n'ose même plus afficher Parti communiste français et la faucille et le marteau. Certains n'osent même plus chanter l'international. Les gens sont presque rognés, ce sont des corps vides. Et les partis politiques sont des machines à élection, mais sans âme, des corps vides. Voilà, dans ce qui s'annonce. Après cet affolement, le gouvernement qu'on vient de voir se mettre en place, ce gouvernement qui vient de se mettre en place à une vitesse grand V, sans prendre même le temps de réflexion, c'est le radeau de la méduse. C'est on change de style, on change de ton, mais on garde le continu, parce que la politique s'inscrit dans la continuité, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas saisi le réel. Les communistes de Bobigny n'ont rien vu venir au plus près du local, pour vous dire que même dans les municipalités de gauche, ils n'ont même pas de promiscuité ou une capacité de compréhension de leur monde immédiat, du monde environnant qui les entoure, et ils viennent d'en payer le prix. Et ils obtempèrent, comme on dit dans la police. Et ils obtempèrent, ils se prennent un ministre de l'Intérieur, ils font la promotion d'un ministre de l'Intérieur qui a largement fait du dégât sur l'affaire Dieudonné, par exemple, en termes de recul des libertés publiques et de cristallisation obsessionnelle et presque, bref, folle sur... Tout le monde le dit, cette affaire a fait perdre beaucoup, elle a exaspéré plus tard. Je ne parle même pas de Place Beauvau qui, pendant 2 ans, est devenu le chantre de l'islamophobie. Il y a d'autres thèmes qui sont venus perturber cette campagne, ou même la nourrir. C'est la polémique sur la théorie du genre, c'est la question quelle instruction, ou quel type d'éducation sera donnée aux enfants, c'est l'histoire de l'abécédaire, c'est Mehdi met du rouge à lèvres, bref. Tout ça, c'est une conjonction. À Aulnay-sous-Bois, un ancien de Alliance, du syndicat Alliance. Béchida. Béchida, voilà, syndicat de droite quand même dur, connu pour ses prises de position. Il a écrasé au second tour son adversaire. Plus de 60%. Indéniablement, il y a le phénomène Peugeot, sur lequel évidemment les promesses n'ont pas été tenues et les gens ont été sacrifiés. Alors certains se résignent et se rangent, s'éteignent, observent le silence, et puis d'autres décident de franchir le pas. Et puis que lorsqu'ils rentrent dans l'urne, ils déposent une grenade. C'est comme ça. C'est ce qui s'est passé. Il s'est passé lors de ces municipales, il s'est passé l'équivalent des émeutes de 2005, mais elles ont eu lieu dans les urnes.
Et c'est pas fini, parce que ce quinquennat, et ces 2 années-là, ce gouvernement vient de manger son pain blanc. Tu vois? Il y avait une attente, il y avait des promesses, il y avait... Aujourd'hui, rebelote, quoi. Rebelote, et ce gouvernement est supplétif des impératifs posés par la Commission de Bruxelles sur résorption des déficits, les 3%. Il n'a pas été élu pour ça. Les gens l'ont manifesté lors de ces élections municipales, et il semble qu'il soit autiste, qu'il n'ait pas compris. Il n'a pas compris que la crise elle a fait des ravages et qu'elle a fragilisé socialement des centaines de milliers de familles dans ce pays qui n'en peuvent plus. Il y a des musulmans qui n'en peuvent plus, et ils l'ont dit à Argenteuil. Argenteuil est tombé, de très peu. Le type qui a été élu s'appelle Motron, c'est un mec de la droite populaire. Et ce type, il a misé sur qui? Il a misé sur la théorie du genre. Et il a remporté la mise. Et c'est comme ça. Et ce gouvernement fait la promotion des nagettes Belkacem. Bien, continuons, tu vois. Nous, de notre point de vue, moi, de mon point de vue, il me semble que les listes autonomes, quelles que soient les configurations, quelle que soit leur teneur, et leur diversité, on peut parler de diversité, toutes ne sont pas pareilles, parce que localement, il y a des particularismes locaux qui font qu'elles peuvent pas se constituer pareillement, mais elles ont le mérite d'exister. Elles ont le mérite de ne pas avoir demandé l'autorisation à qui que ce soit pour se lancer en politique, pour monter une liste, pour avoir un discours public, pour avoir un label, un projet de la ville, un regard critique sur le bilan des municipalités sortantes, voir alliance, pas alliance, moi je ne juge pas. Ce que je sais, c'est que le drame, la chose la plus terrible, ça aurait été l'absence de ces listes et un silence. Elles ont le mérite d'exister, elles sont de plus en plus nombreuses, elles s'inscrivent dans un mouvement qui vient de loin, et je crois que ce qu'il faut retenir, c'est que les élections, c'est le Graal des partis politiques. C'est vraiment la chose la plus essentielle et la plus importante dans leur existence. C'est vraiment aujourd'hui, les organisations de gauche qui ont perdu des municipalités comme Bobigny, comme Villepinte, Roanne, la région lyonnaise, Dessines-Charpieu est tombée, Rieux-la-Pape est tombée. C'est la seule façon de leur faire amorcer une remise en question, une introspection, une réflexion sur pourquoi. Pourquoi des gens, a priori, qui nous semblaient acquis, qui semblaient non seulement, pour certains, se sont abstenus, mais d'autres ont quasiment franchi le pas, et à visage découvert, et le revendiquent, disent, nous on est allés UMP, UDI, certains Front National, on a peur, on est en colère, et plus rien ne nous retient. Pour moi, 2014 sera un bon cru. C'est un bon cru, bien sûr. Et je crois qu'il y en a d'autres à venir. La chose que je veux préciser, c'est qu'une élection municipale, même une élection quelconque, quelle qu'elle soit, c'est pas l'alpha et l'oméga de la militance. C'est juste un moment particulier. C'est un moment difficile parce que monter des listes autonomes face aux équipes en place, c'est un tour de force. Il faut réunir un nombre de conditions, mettre du temps, des réunions, de la confiance, trouver une osmose. Enfin bref, ça demande de mettre entre parenthèses un peu sa vie privée, plus souvent, pendant 1 an et demi, 2 ans, pour pouvoir faire les choses comme il faut, les choses auxquelles on croit, qui apparaissent essentielles, c'est-à-dire de marquer le coup, comme on dit.
Et c'est ce qui s'est passé à Bondy, c'est ce qui s'est passé à Fleury, c'est ce qui s'est passé à 4,7. 4,67, oui. 4,67, c'est 4,67 qu'ils n'auront pas. Et c'est 4,67, ils vont appeler une réflexion sur les années qui viennent. Il y a une visibilité qui est toujours là, celle que vous Absolument. cherchiez avant. Les petits jeunes, les petits, ont vu des gens comme eux s'agiter, parler, coller, s'afficher, avoir un discours public, et ça c'est toujours porteur. C'est pas perdu. Moi il me semble que 2014 marque non pas une régression, mais un petit bond en avant, quoi. C'est vrai que je me félicite particulièrement, moi, de cette défaite, le mot est faible, cette bérésina socialo-communiste, parce que Bobigny, ces 4,67 à Bondy ont marqué des velléités d'émancipation, c'est-à-dire la rupture. Une rupture presque à n'importe quel prix. Dans le temps, je me souviens, pour celui qui avait une véritable détermination quand j'étais plus jeune et qui voulait régler ses comptes, même s'il y avait d'énormes risques, il disait, pour lui crever les deux yeux, je suis prêt à me crever un œil. C'est-à-dire, je suis prêt à payer le prix. Voilà. Si tu es prêt à ça, l'avenir lui appartient. Ou sinon, il sera condamné à une vie d'animateur social ou de vigile dans un supermarché et puis se faire siffler par le patron. Nous, à Vaux-en-Velin, on a grandi quelques-uns en n'acceptant rien et en attendant rien. Jusqu'à aujourd'hui. C'est notre mode d'existence. Notre manière de vivre, c'est ne rien accepter et ne pas être demandé. C'est le préalable. C'est le début. Autrement, comme tu l'as dit, on rentre dans les échanges de bons procédés, les services et les copinages individuels au détriment de situations collectives et de l'intérêt commun. Là, c'est aussi ça, la politique, et je crois que ces listes autonomes, ce sont pour tous les acteurs qui se sont impliqués, c'est des expériences exceptionnelles. C'est des vrais moments d'affirmation de soi, c'est de vraies batailles, et puis vous avez dû l'expérimenter dans les bureaux de vote en tant que délégué scrutateur. Nous, on n'a pas exprimé ce choix, mais toute la dynamique, en fait, c'est toute cette nouvelle dynamique au niveau local qui effectivement est intéressante. Moi, j'ai toujours demandé le plus gros bureau de vote de la ville. Au niveau de la liste. J'ai jamais été sur une liste, on n'était pas candidat, on était... on soutenait la liste des copains et des copines. Mais on avait fait aussi ça, c'est que les porte-paroles des listes autonomes, certains n'avaient pas de papier. C'est-à-dire étaient non seulement étaient non nationaux, en plus certains étaient double peine. Et on les a fait porte-parole de notre liste. On en a même fait rentrer dans les bureaux de vote, parce que des fois on a besoin de gens pour encadrer ou pour dépouiller. Et certains qui n'avaient pas la nationalité française, et qui avait un arrêté de reconduite à la frontière ou d'expulsion, étaient dépouillés. Mais les signatures sur les procès-verbales, elles étaient faites par les délégués scrutateurs. C'était ça aussi. Ça s'est fait en 95. C'est comme une expérience partagée, il faut le plus largement possible. Après c'est vrai que la difficulté, c'est toujours essayer de faire comprendre les tenants, les aboutissements. Il y a toujours des hiatus sur quels sont les objectifs. Il y a ça, puis il y a aussi, par exemple, on sait que sur des listes indépendantes, c'est dans les villes où le taux d'abstention est souvent élevé qu'on a mis des listes autonomes. Et pourquoi faut savoir pourquoi on n'a pas réussi à capter l'électorat des abstentionnistes. C'est parce que c'est un travail sur le long terme.
s'ils n'ont pas voté pour voter, c'est qu'il y a une défiance envers les politiques et peut-être aussi une défiance envers les listes autonomes, parce que ça, on reste aller s'inscrire sur une liste, aller à la mairie s'inscrire sur une liste électorale, c'est pas évident. C'est pas une démarche anodine. Et même lorsque tu es inscrit, tu reçois ta carte d'électeur, aller voter pour la première fois, ça peut être un peu intimidant. Tu vois? Donc il y a un apprentissage aussi, il y a un décomplexage par rapport à ça. Bon, voilà, moi je crois que... Merci Sardane.